Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne la séance de questions cribles thématiques. Elle est consacrée aujourd'hui au Grand Paris. C'est Maurice Leroy, ministre de la Ville, qui vient répondre aux questions des sénateurs. Je vous rappelle le principe de ces questions cribles. Le ministre a 2 minutes pour répondre aux questions d'un sénateur qui dispose à son tour d'1 minute pour lui répondre. Alors, le Grand Paris, le projet de loi a été voté par le Parlement il y a à peu près 10 mois après un ultime vote du Sénat. À l'époque, les sénateurs de l'opposition avaient voté contre ce texte qu'ils jugeaient recentralisateur et autoritaire. Le Grand Paris, c'est avant tout la construction d'une double boucle d'un métro automatique autour de Paris. L'objectif de ce métro, qui portera le nom de Grand Paris Express, car c'est à la fois une synthèse du projet du gouvernement de Grand Paris et du projet porté par la région Île-de-France Arc Express. Son objectif sera donc de mieux desservir la banlieue, les aéroports, mais également d'améliorer et de désengorger les lignes de métro et de RER existantes. Pour cela, 32 milliards d'euros d'ici à 2025 vont être débloqués. À la fois, cet investissement sera supporté par les collectivités locales, mais aussi par l'État et par l'emprunt. La question du financement va être au cœur des débats cet après-midi, car cela inquiète les élus franciliens, notamment les sénateurs franciliens. Parmi les autres sujets d'inquiétude et sur lesquels Maurice Leroy aura à répondre cet après-midi aux sénateurs, il s'agit de la desserte du plateau de Saclay. C'est Laurent Béteille, sénateur UMP de l'Essonne, qui va interpeller Maurice Leroy sur cette question. Car pour lui, si l'on souhaite que Saclay puisse rivaliser avec les autres pôles scientifiques au niveau européen, il faut absolument que Saclay soit relié à Paris en moins de 30 minutes et à Roissy en moins de 50 minutes. Autre thème abordé cette fois-ci par les sénatrices socialistes Catherine Tasca et Nicole Bricq. Il s'agit du STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France. Comment va-t-il être intégré au Grand Paris? La réponse tout de suite avec ces questions cribles. La proposition de loi sur le SDRIF dont nous discuterons demain constituera le premier acte fondateur du protocole, celui qui donnera le ton des relations État-région dans les mois à venir. D'autres engagements devront être concrétisés au plus vite. Il faudra d'abord définir les tracés. La Société du Grand Paris devra tirer les leçons des débats publics en proposant un tracé précis. Le protocole entérine l'objectif d'une desserte fine des territoires au profit du plus grand nombre. L'accord porte une bien meilleure desserte que l'ancien Grand 8, mais des gares restent optionnelles et les demandes des élus locaux relayées par la région n'ont pas toutes été prises en compte pour le moment. S'agissant des financements, plusieurs engagements de l'État restent à graver dans le marbre. Que pouvez-vous nous en dire? S'agissant enfin du partage de la maîtrise d'ouvrage, point particulièrement important pour réaliser dans les meilleurs délais le plan de mobilisation et le réseau Grand Paris, vous avez annoncé que la SGP passerait une convention de coordination technique et financière avec le STIF pour l'associer au projet de rocade. Une convention suffira-t-elle? La volonté affichée par le protocole de trouver les moyens d'un partage de la maîtrise d'ouvrage pose 2 questions. La première, concernant le métro automatique, le président du Conseil régional a fait part de sa volonté que le STIF soit maître d'ouvrage de la ligne 14 et d'un des tronçons de la future rocade. Deuxième question, la nécessité de sécuriser juridiquement le rôle du STIF en tant qu'autorité organisatrice des transports. La loi Grand Paris fait l'impasse sur les enjeux d'exploitation du réseau futur et sur les problématiques d'interconnexion et de correspondance avec le réseau existant. C'est au STIF que revient la responsabilité d'assurer la cohérence du futur réseau et la charge d'exploiter le futur métro. Le protocole État-région prévoit que le cadre juridique de ce partage soit élaboré au cours du premier semestre 2011. Où en est-on? La réussite de ce projet de transport est décisive pour les Franciliens et le développement de la région Île-de-France. Chers collègues, pour la réponse, Monsieur Maurice Leroy, ministre de la Ville. Merci Madame la Présidente.
Madame la ministre Catherine Tasca, je veux réaffirmer solennellement devant la Haute Assemblée que le rôle du syndicat des transports d'Île-de-France, comme autorité organisatrice des transports en Île-de-France, n'est pas remis en cause et ne sera pas remis en cause. Je l'ai dit devant votre commission à l'occasion des affaires économiques, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi et je le redis donc sur votre interpellation très clairement. Vous le savez, la loi du 3 juin 2010 à laquelle vous avez fait référence dans votre intervention ne remet pas en cause le rôle du syndicat des transports d'Île-de-France, mais il semble nécessaire, et je le fais volontiers, de clarifier ce sujet à l'aune du projet de métro automatique en rocade, dont l'ampleur inédite en Île-de-France aura un impact indéniable sur la cohérence et l'exploitation future du système de transport francilien. C'est un engagement, vous avez eu raison de le rappeler, Madame la Ministre, de l'accord du 26 janvier qui, au-delà d'une vision partagée sur le tracé, réaffirme le souci d'une association pleine et entière du STIF dans la réalisation de la rocade pour la Société du Grand Paris. Et je confirme, comme je l'ai fait en commission, tout à fait solennellement de nouveau, que effectivement, nous allons mettre en œuvre cet accord et par conséquent, je suis tout à fait disposé à prendre toutes les mesures pour que le prolongement de la ligne 14 entre Saint-Lazare et Saint-Ouen soit effectivement confié au syndicat des transports d'Île-de-France. Donc vous le voyez, nous respectons complètement l'accord signé entre l'État et le président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon. Le gouvernement donc y travaille et en association avec le Conseil régional d'Île-de-France, bien entendu, je suis prêt à examiner toutes les voies conventionnelles et réglementaires pour concrétiser cette association le plus vite possible, mais sans que nous ayons à modifier effectivement la loi du 3 juin 2010. Une modification du Code des transports pourra être étudiée si les moyens conventionnels ne donnent pas les résultats espérés. Donc vous voyez, c'est un engagement clair que je donne au nom de l'État et du gouvernement, Madame la Ministre. Merci de votre question. Ministre, pour la réplique, la parole est à Madame Brick. Oui, Monsieur le Ministre, nous poursuivrons ce dialogue à propos de la maîtrise d'ouvrage demain à l'occasion de la discussion de notre proposition de loi. Mais je vois qu'on avance quand même petit à petit, puisque maintenant vous évoquez une convention, ce que vous avez déjà fait en commission, et la voie réglementaire. Bon, nous, il nous semble que la meilleure voie, c'était la voie législative, parce que quand je relis le protocole, il était inscrit dans le marbre que le cadre juridique de ce partage sera élaboré au cours du premier semestre 2011. Donc, la voie législative était quand même la meilleure. Maintenant, vous nous dites, si la convention ne marchait pas, on ne sait pas à quelle échéance, mais ce qu'on sait, c'est que le conseil de surveillance de la SGP va déterminer, pour ce qui concerne le métro automatique, le nombre de gares et les tailles est majoritaire. Vous connaissez les débats que nous avons eus l'année passée. Donc votre réponse, pour l'instant, nous laisse encore sur notre faim. Il y a un principe en maîtrise d'ouvrage, quand on paye, on partage la maîtrise d'ouvrage. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à Monsieur Bernard Vera, pour le groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du Parti de gauche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le débat public sur le Grand Paris a mobilisé de nombreux franciliens et a révélé leurs fortes attentes en matière de logement, d'aménagement et de transport. Avant même la publication du rapport de la Commission nationale du débat public, l'État et la région ont signé le 26 janvier dernier un protocole d'accord permettant la mise en œuvre du projet des transports nouvellement intitulé Grand Paris Express. Cependant, même révisé, ce projet pour la région capitale conserve son orientation libérale, fondée sur la compétition entre les territoires. L'organisation en pôle de compétitivité et d'excellence aggravera encore davantage les inégalités territoriales. Enfin, la reprise en main par l'État de l'aménagement francilien n'est nullement remise en cause et le financement du schéma de transport reste imprécis et surtout incertain. Sur un total de 32,4 milliards d'euros d'ici à 2025,
11,9 milliards seront consacrés au plan de mobilisation des transports, tandis que le financement de Grand Paris Express s'élèvera à 20,5 milliards, dont seuls 10,5 sont actuellement garantis. Ainsi, tout laisse à penser que les collectivités locales et les usagers seront mis à contribution, notamment par une hausse des tarifs de transport. De plus, la pression foncière accrue va repousser toujours plus loin de la capitale les populations les plus modestes. Votre projet de Grand Paris est organisé autour de pôles de compétitivité reliés par un métro automatique, alors que l'urgence est au maillage des territoires par le développement de transports de proximité. Certes, le nombre de gares a sensiblement augmenté, permettant de favoriser le transport de banlieue à banlieue. Toutefois, le nouveau schéma de transport n'améliore pas la desserte de plusieurs pans du territoire francilien, essentiellement en grande couronne et dans les zones plutôt rurales. Il est donc regrettable que la seule vision que l'on nous propose soit à long terme celle d'un réseau uniquement ferré des transports. En attendant, des pans entiers de territoires sont oubliés au détriment d'un développement cohérent et solidaire de la région Île-de-France. L'urgence est au renforcement et au déploiement de transports de proximité, tram-train, tramway, lignes de bus en site propre. Alors, Monsieur le Ministre, quelles mesures entendez-vous prendre afin de favoriser le développement des transports de proximité, afin de réduire les inégalités de territoire, en rééquilibrant l'offre de transport et afin d'améliorer les déplacements des populations et des salariés? Maurice Leroy, ministre de la Ville. Merci Madame la Présidente. Monsieur Bernard Vera, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, surtout en 2 minutes de réponse sur vision libérale ou pas libérale du projet du Grand Paris. On prolongera dans d'autres débats si vous le souhaitez. Je suis à votre disposition pour cela. Je vous invite simplement à vous rapprocher du président Christian Favier, président du Conseil général du Val-de-Marne, et vous lui demanderez s'il pense que le travail que nous avons fait ensemble pour améliorer les conditions de transport des Franciliens. Vous demanderez au président Claude Bartolone si le travail que nous avons fait ensemble pour contribuer à l'amélioration quotidienne des transports des Franciliens était une vision libérale, et vous demandez au président Huchon s'il a signé un accord libéral. Alors vous m'interrogez par ailleurs sur les financements. Les financements, grâce d'ailleurs au budget voté par la majorité sénatoriale ici même, grâce à votre rapporteur général du budget, grâce à l'excellent travail fait par le rapporteur général du budget, Gilles Carrez, à l'Assemblée nationale, les moyens financiers sont au rendez-vous et vous devriez, Monsieur Vera, vous en féliciter parce que grâce au plan de mobilisation notamment, ma collègue Nathalie Kosciusko-Morizet va pouvoir mettre en œuvre dès cette année 500 millions d'euros des crédits du plan de mobilisation en lien avec la région Île-de-France pour déjà moderniser les lignes C et D du RER. Et ça, c'est l'amélioration quotidienne des transports. Ce n'est pas du discours, ce n'est pas un cours sur Schumpeter et le libéralisme, ce serait passionnant. Mais enfin voilà, ça c'est du concret pour les Franciliens. Et franchement, j'avoue ma surprise à votre intervention parce que franchement, le Grand Paris, c'est une vision qu'a eue le président de la République. On doit tous s'en réjouir pour l'avenir de l'Île-de-France, pour la région capitale, et on devrait tous s'en féliciter franchement sur tous les bancs, sans esprit partisan, parce que c'est un projet qui dépasse le temps politique et le temps médiatique, et je suis heureux de pouvoir mettre en œuvre ce projet avec la région Île-de-France, effectivement. Merci. Monsieur Bernard Vera pour la réplique. 1 minute. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'ai bien écouté votre réponse. Je continue de penser que la mise en œuvre de la loi sur le Grand Paris met en péril la cohérence territoriale au niveau régional. Et nous sommes pour notre part convaincus que le concept de pôle de compétitivité, concentrant toutes les richesses et aspirant l'essentiel des financements publics, va contribuer également à assécher les autres territoires. Enfin, le schéma de transport, moi je vous parle en tant que parlementaire essonnien.
Je ne vous parle pas en tant que parlementaire des départements que vous avez cités. Enfin, le schéma de transport pose un double problème. Il est injuste dans son financement pour les collectivités territoriales et il porte gravement atteinte à la démocratie locale. En effet, les communes qui ne signeront pas de contrat de développement territorial perdront toute maîtrise de l'aménagement dans un périmètre de 400 mètres autour de leur gare, alors que dans le même temps, elles participeront au financement du réseau. En conclusion, Monsieur le Ministre, je voudrais vous dire que cette loi sur le Grand Paris ne fera qu'accentuer les inégalités territoriales, comme le fera d'ailleurs à l'échelle nationale la loi des réformes des collectivités territoriales. Merci. La parole est maintenant à monsieur Yves Pozzo di Borgo pour le groupe de l'Union centriste. Madame la Présidente, Monsieur le ministre David, mes chers collègues, à partir de 1970, l'éclatement des universités et la délocalisation des pôles universitaires à Marne-la-Vallée, Évry et Palaiseau n'a pas eu d'impact positif en termes d'attractivité parisienne, en partie à cause des transports qui desservaient très mal l'ensemble de ces pôles. Le pôle scientifique de Saclay ne pourra être attractif, et vous l'avez rappelé dans le protocole d'accord du 26 janvier, que s'il est relié à Paris à moins de 30 minutes. Malgré les réticences du Conseil régional sur la desserte par le métro automatique, pourrais-je avoir l'assurance, Monsieur le Ministre, que le gouvernement maintiendra fermement sa position de desserte du plateau de Saclay par le métro? Deuxième question, il semblerait que le gouvernement veuille financer les opérations sur le plateau de Saclay par la vente des établissements transférés à Saclay, notamment l'école des mines, des établissements parisiens, l'école des mines à Paris, la Maison des sciences de l'homme à Paris, l'école nationale supérieure des télécommunications à Paris et l'Institut agronomique aussi à Paris. Vous savez bien, Monsieur le Ministre, aujourd'hui que certains nombre d'universités parisiennes sont devenues des marques dont l'attractivité vient aussi de leur situation géographique au cœur de la cité. Alors nous déshabillons Paris pour Saclay, nous pouvons l'accepter, mais c'est la raison pour laquelle nous vous demandons et nous souhaitons, avec plusieurs universités parisiennes, avec la ville de Paris et l'opposition parisienne dont je fais partie, que justement nous puissions maintenir dans ces bâtiments une activité universitaire et de recherche complémentaire à celle de Saclay. Pouvez-vous me garantir, Monsieur le Ministre, que le gouvernement ne s'opposera pas à de tels projets? Si, Monsieur le Ministre Maurice Leroy, ministre de la Ville. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Yves Pozzo di Borgo, je veux vous répondre de la façon la plus claire possible que dans le protocole entre l'État et la région Île-de-France, nous assurons effectivement une desserte de Massy, Saclay, Saint-Quentin en Yvelines et Versailles par un métro automatique qui va effectivement respecter la zone de protection naturelle, agricole et forestière. Et comme vous l'avez très bien dit, cela permettra, et c'est indispensable, de relier le pôle scientifique au centre de la capitale en 30 minutes. Le développement du plateau de Saclay, vous le savez, est une condition essentielle du renforcement de l'attractivité de notre région capitale, et je vous sais particulièrement sensible à cet aspect comme élu parisien. Les investissements du plan campus et du grand emprunt, portés par Valérie Pécresse et René Ricol, sont les éléments déclencheurs d'un projet d'aménagement et de développement. Et en ce qui concerne l'immobilier universitaire parisien sur lequel vous m'interpellez, les mouvements actuels et les nouvelles opérations à Paris-Rive-Gauche sur le campus Condorcet ou plus largement dans le cadre du schéma directeur, fruit du travail de Bernard Laroux-Turoux, donnent une occasion de dynamiser, de fortifier les implantations universitaires et d'enseignement supérieur du cœur de la métropole. Ainsi, c'est bien au total un projet de développement conjoint de Saclay et de l'enseignement supérieur du cœur de la capitale qui est visé. Les premiers résultats des opérations d'investissement d'avenir en attestent et donc je tiens vraiment à vous rassurer sur ces questions. Il ne s'agit pas du tout de déshabiller les universités parisiennes au profit de Saclay. Il s'agit de conforter l'attractivité
de la région capitale en ayant effectivement un pôle de recherche et développement fort et université fort sur le plateau de Saclay. Ce n'est d'ailleurs pas un projet nouveau, c'est un projet dont on parle depuis le général de Gaulle et qui ne s'était jamais fait. Donc il est vraiment temps de le faire. Voilà. Si, pour la réplique, Madame Catherine Morin-Desailly. Madame la Présidente, je voulais souligner également que l'ambition du Grand Paris, c'est aussi de relier la capitale à sa façade maritime et de faire du Havre le grand port de Paris. Mais il ne faudrait pas oublier Rouen, le port de Rouen dans cette affaire, dont les résultats sont parmi les meilleurs des grands ports maritimes cette année. La réussite du projet du Grand Paris ne peut se concevoir, comme je l'ai dit, Monsieur le Ministre, à vos prédécesseurs, que concomitamment à une autre ambition incontournable, qui est celle du territoire normand. Le Grand Paris ne saurait se résumer à un corridor qui acheminerait les marchandises et les savoirs vers la mer autour de l'axe Seine, comme le comité du port l'a démontré à travers les scénarios envisagés pour la nouvelle ligne Paris-Normandie voulue par le président de la République. C'est bien entendu à l'échelle transrégionale qu'il nous faudra travailler, celle de l'Île-de-France et des deux Normandies. C'est aussi à cette échelle que devra se concevoir une politique d'aménagement du territoire que suppose le Grand Paris, prenant en compte le potentiel de notre région, potentiel de développement industriel, logistique, universitaire, économique, et ceci dans le respect des grands équilibres environnementaux et démographiques. Si, la parole est maintenant à Madame Françoise Laborde pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je ne reviendrai pas sur les raisons qui m'ont poussé, tout comme la majorité des membres du groupe RDSE, à voter contre la loi 2010 sur le Grand Paris. La principale d'entre elles étant l'instrumentalisation du débat à des fins politiciennes par le président de la République. Que de temps perdu depuis le schéma directeur régional d'Île-de-France de 2008. 3 ministres, une loi et une commission nationale pour le débat public plus tard, force est de constater que la principale avancée pour le Grand Paris est d'avoir considérablement retardé les travaux programmés par la région Île-de-France. Pour moi, l'objectif fondamental du Grand Paris est d'améliorer les conditions de vie des habitants et le lien social entre les populations. C'est pourquoi, si j'en avais le temps, Monsieur le Ministre, je vous demanderais comment vous comptez éviter de reproduire sous une autre forme les erreurs d'urbanisme commises dans les années 70 au seul bénéfice des promoteurs immobiliers. Je vous demanderai aussi de réintroduire des services publics de proximité afin de désenclaver les quartiers sensibles et les rendre attractifs. Enfin, je pourrais vous demander que soit équitablement réparti l'effort de financement afin d'éviter que les tarifs ou la fiscalité locale des ménages franciliens ne subissent une hausse exponentielle. Mais aujourd'hui, j'attends que vous preniez des engagements pour qu'un effort supplémentaire soit consacré au volet intermodalité, d'une part entre les réseaux de transport franciliens et d'autre part en ce qui concerne leur interconnexion avec les grandes lignes nationales de train pour que vive la province. Le réseau de transport est d'abord un ciment social et pas seulement une passerelle entre les bassins d'emploi. C'est à ce prix et à ce prix seulement que le projet Grand Paris apportera une valeur ajoutée à la région et luttera contre les inégalités sociales. Monsieur le Ministre, la Commission nationale du débat public rend son rapport jeudi et j'ose espérer que les questions que nous soulevons aujourd'hui auront leur place dans le schéma directeur. Les bonnes intentions ne suffisent pas, les Franciliens attendent des actes. Je vous remercie. Merci. Monsieur Maurice Leroy, ministre de la Ville. Merci Madame la Présidente, Madame la sénatrice Françoise Laborde. D'abord, je me réjouis qu'une sénatrice de Haute-Garonne prenne part au débat sur le Grand Paris et je m'en réjouis. Et je m'en réjouis. J'allais le dire, Monsieur Sueur. Mais vous ne savez pas ce que je vais dire. Je suis en train de m'en réjouir et de me féliciter. Alors ne vous fâchez pas, c'est tout l'inverse. Je m'en réjouis. Je suis moi-même élu d'un département qui n'est pas francilien, et donc c'est pas moi qui vais faire ce procès. Donc ne prenez pas à contre-courant, alors que je me réjouissais justement qu'il n'y ait pas que des élus franciliens. Donc voilà, vous devriez plutôt m'applaudir, voilà. Donc, et justement, si vous ne m'aviez pas interrompu, et si vous m'aviez laissé aller au bout de mon propos, je vous aurais dit que je m'en réjouis vraiment, parce que le Grand Paris n'est pas
qu'une affaire de Parisiens ou de Franciliens. Voilà, vous voyez, c'est mieux de laisser aller au bout des phrases. Et donc, effectivement, ça n'est pas une affaire que de Parisiens et de Franciliens. Voilà. Et si je ne suis pas d'accord sur le reste du contenu, ça ne vous surprendra pas de votre intervention. Voilà. Madame, oui, il y a eu des erreurs, effectivement, des urbanistes. D'ailleurs, même quand on n'est pas calé sur les questions de politique de la ville, on se plante jamais en visitant une cité de transit qui devait être du transit mais qui a duré pendant des années. Et en général, quand on demande au maire, quelle que soit sa sensibilité politique, on se plante jamais en disant ce ne serait pas par hasard un grand prix de Rome qui a fait cette magnifique cité, n'est-ce pas? Et en général, succès garanti, ce sont à chaque fois des grands prix de Rome. Alors c'est pas moi qui vous dirai le contraire, malheureusement c'est comme ça. Voilà. Puis je ne parlerai pas de l'idéologie qui sous-tendait à l'époque ces grandes barres qui devaient amener la grande vie, voilà, merveilleuse, et on sait comment tout ça s'est traduit. Madame la sénatrice, si nous faisons dans la loi du Grand Paris les contrats de développement territoriaux, c'est précisément pour éviter de reproduire ces erreurs. Et donc, ces contrats de développement territoriaux, ils se font en parfaite harmonie et concertation entre les services de l'État et les collectivités territoriales concernées. Donc c'est un véritable partenariat qui s'engage pour éviter précisément de reproduire ce type d'erreur. Et donc réjouissons-nous, là aussi, de toute sensibilité, qu'on se dote d'outils d'urbanisme qui permettent d'éviter ces nouvelles erreurs. Quant au schéma directeur régional d'Île-de-France dont vous avez parlé, je me réjouis que demain nous nous retrouvions ensemble à l'initiative du groupe socialiste et de Madame Bricq, mais avec un excellent travail fait par Dominique Braille, votre rapporteur, l'ensemble de la majorité sénatoriale, pour tous ensemble libérer effectivement les projets qui sont actuellement bloqués dans le SDRIF. C'est un engagement que j'avais pris avec le président Huchon. Je tiens cet engagement et nous le tenons ensemble avec la représentation nationale. Donc réjouissons-nous effectivement de cela. Et donc tirons les leçons de toutes ces expériences. Quant au financement, Madame la sénatrice, il est parfaitement équilibré. 10 milliards d'euros de l'État, ça m'a permet de reprendre aussi M. Bernard Vera, et 11 milliards des collectivités territoriales. Donc franchement, c'est un financement équilibré et qui permettra d'éviter ce que vous craignez, vous avez raison, vous êtes dans votre rôle de m'interpeller, sans solliciter excessivement le contribuable. Donc je pense que vous devriez être plutôt assuré par cette réponse. Monsieur le ministre, Madame Laborde pour la réplique. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je ne demande qu'à vous faire confiance et donc je vais le faire. Nous allons suivre, dont acte avec les Franciliens et les Parisiens. Je veux quand même souligner que bon, le facteur temps est important parce qu'il y a le développement à long terme, mais il y a aussi tout ce qui se fait ou qui ne se fait pas encore à court terme. Et j'ai envie de vous dire, c'est le printemps et je voudrais que le schéma soit le soleil et qu'autour de chaque gare, nous ayons des connexions importantes, nombreuses et rapidement pour que tous les Franciliens et Parisiens puissent se déplacer. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Laurent Béteille pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci Madame le Président. Monsieur le Ministre, deux questions. La première, c'est sur la zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l'OIN du plateau de Saclay. J'avais déposé un amendement lors de l'examen du texte devant notre Assemblée pour préciser que la zone de protection devrait comporter obligatoirement au moins 2300 hectares de terre consacrés aux activités agricoles et situés sur la petite région du plateau de Saclay. Alors à l'heure actuelle, nous attendons toujours le décret d'application définissant les conditions d'application de l'article 21 de la loi, et ceci bien que le calendrier soit dépassé. Donc c'est la raison pour laquelle je tenais, Monsieur le Ministre, à réitérer l'extrême importance que nous attachons à cette protection, de façon à ce qu'elle soit fixée vraiment dans les meilleurs délais, puisque ça conditionne tout le reste finalement, l'emplacement du reste, et que ce soit effectivement d'un seul tenant et sur le plateau lui-même, comme ça avait été convenu.
La deuxième question, elle porte sur l'accord entre la région et l'État sur le Grand Paris. Et je suis de ceux qui se félicitent de cet accord et également des projets qui permettront de faire des liaisons de banlieue à banlieue qui sont vraiment très attendus. Mais pour autant, il y a le problème des RER existants sur lequel je voulais attirer l'attention du ministre. Parce que sur cette somme, il y a sur la somme convenue, il y a 2,3 milliards pour les RER, 1,3 milliard qui concerne le remplacement des rames du RER A, sauf erreur de ma part, 220 millions d'euros pour B+, et seulement 500 millions d'euros pour le RER C et 500 millions d'euros pour le RER D. Et je crains que ces sommes, très franchement, soient insuffisantes pour permettre de faire face à la vétusté et encore plus aux problèmes d'accroissement du trafic auxquels nous serons forcément confrontés. Et en particulier, il sera nécessaire de doubler un jour le tunnel entre Châtelet et Gare du Nord. Et pour cette opération, il n'y a pas de financement. Il y a simplement indiqué pour mémoire, ce qui effectivement ne permet pas de financer grand-chose. Donc, Monsieur le Ministre, qu'en est-il? Est-ce qu'on va aller vers cette nécessité qu'est le doublement du tunnel? Si, Monsieur Leroy, ministre de la Ville. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Laurent Béteille, je sais que vous suivez ces questions personnellement, voilà, particulièrement bien, et je veux vous en remercier. Vous m'interpellez sur la question de la zone des 2300 hectares d'espaces agricoles, naturels et forestiers qui doivent être identifiés effectivement et préservés dans le cadre du projet de l'opération d'intérêt national de Paris-Saclay. L'établissement public de Paris-Saclay finalise à l'heure actuelle une étude avec la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour délimiter précisément ces 2300 hectares. Ces travaux donneront lieu prochainement à la publication du décret d'application auquel vous faites référence, sans doute dès cet automne. Je veux être clair dans ma réponse. S'il paraît impossible d'éviter des enclaves qui existent déjà, un principe de continuité sera bien entendu et dans la mesure du possible privilégié pour assurer une bonne gestion du patrimoine agricole, naturel et forestier du plateau. Cela se fera en cohérence avec un projet d'aménagement qui fait la part belle au principe de compacité en valorisant le paysage, notamment dans la frange sud du plateau. Sur la question des transports, Monsieur le sénateur, il convient de saluer l'effort sans précédent de modernisation des RER sur lequel la région, les départements et l'État se sont entendus. Alors bon, je connais la thèse, elle existe, j'ai aussi été interpellé à l'Assemblée nationale par vos collègues parlementaires. On peut toujours considérer que 500 millions sur le RER C et 500 millions sur le RER D, c'est pas suffisant, mais enfin, accordez-moi que, vu l'état de nos finances publiques, objectivement, ça va être quand même considérable, ça va pouvoir se mettre en œuvre rapidement et je crois que c'est effectivement important. Je ne rappelle pas le volet de 20 milliards et demi consacré au réseau du Grand Paris Express qui soulagera fortement la partie centrale du réseau actuel, RER compris, et vous avez raison de le dire, aujourd'hui asphyxié. Je me penche donc à votre invitation sur les mesures complémentaires mais immédiates de modernisation des lignes RER qui sont du ressort du syndicat des transports d'Île-de-France, comme vous le savez. À travers leur vision partagée, responsable au vu des enjeux et de l'état des finances publiques, l'État et la région ont décidé d'investir massivement dans la modernisation du matériel et du réseau, comme vous l'avez rappelé. Je tiens à souligner enfin que ces investissements prioritaires qui seront déclinés dans le cadre des contrats de projet État-région n'omettent pas, loin de là, la question que vous soulevez, et vous avez raison de le faire, du décroisement des flux sur le RER C entre Paris et Juvisy, question qui est de fait intégrée dans le cadre du schéma directeur du RER C, je le redis devant vous, et ni celle du goulot d'étranglement que constitue le tunnel Châtelet-Gare du Nord pour les RER B et D. La mise à l'étude de son dédoublement est d'ailleurs inscrite au protocole d'accord État-région. Enfin, à tous ces projets vient s'ajouter le prolongement des halls à l'ouest qui contribuera à la cohérence du réseau et au maillage fin du RER avec le Grand Paris Express.
Si, pour la réplique, Monsieur Bétail. Oui, Madame la Présidente, je voudrais remercier Monsieur le Ministre de sa réponse, d'autant que ce qu'il m'a dit sur le plateau de Saclay me convient bien. Alors on est dans l'attente et j'espère que bon, le calendrier n'a pas été respecté, mais j'espère qu'effectivement l'annonce qui est faite aujourd'hui pour l'automne sera tenue. Nous y sommes extrêmement sensibles. Pour le reste, sur les RER, Monsieur le Ministre comprend bien que c'est un sujet qui nous tient un petit peu aux tripes. Les habitants des communes de l'Essonne sont confrontés tous les jours à ce problème et ils sont confrontés aussi depuis des années à des effets d'annonce sans que ça suive. Alors c'est vrai que 500 millions, c'est pas négligeable, c'est un nouveau signal. J'espère simplement que derrière la région va mettre l'équivalent, comme elle se le doit, et que ces sommes seront réellement dépensées, parce qu'il y en a vraiment besoin. Et au-delà, effectivement, le problème du décroisement et le problème du tunnel, qui, eux, restent encore à financer. Et la parole est maintenant à Madame Dominique Voynet pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Grand Paris, de quoi parle-t-on au juste? Du réseau du Grand Paris, de la Société du Grand Paris, de ce nouvel ensemble né de cet accord qui s'est noué entre la région et l'État dans le creuset du débat public et dont le nom de code est aujourd'hui Grand Paris Express de façon encore provisoire. Des projets de territoire, Grand Paris, Paris Métropole, Île-de-France. Évidemment, il faut discuter de tout cela. Le SDRIF, adopté en 1994, est à la fois techniquement obsolète et politiquement caduc. Le SDRIF, adopté en septembre 2008, n'a pas eu l'heure de plaire à l'État. Après 2 ans de dissension, le gouvernement et la région ont, semble-t-il, trouvé un compromis. Et vous avez transmis au Conseil d'État un projet de décret portant approbation du SDRIF en juin 2010. En octobre de la même année, celui-ci aurait rendu un avis négatif au motif notamment que le SDRIF ne prendrait pas correctement en compte ni les 2 lois Grenelle de l'environnement adoptées respectivement en 2009 et 2010, ni la loi sur le réseau de transport alors baptisé Grand Paris. Et pour cause, le SDRIF de 94 n'est pas non plus compatible avec ces lois. Depuis, on attend un nouveau SDRIF pour valider les documents d'urbanisme des collectivités, plans locaux d'urbanisme ou schémas de cohérence territoriale. Au cours de ces derniers mois, les discussions ont été engagées avec le Conseil régional. Vous avez promis effectivement de libérer les projets des collectivités. Dans cette optique sera étudiée demain l'excellente proposition de loi de Nicole Bricq visant à trouver une solution transitoire. Je suis sûre que vous saurez trouver demain une solution intelligente pour éviter que ne coexistent des situations très hétéroclites. Des communes pourraient avoir des documents d'urbanisme compatibles avec le SDRIF de 94, d'autres des documents d'urbanisme révisés sur la base du SDRIF de 94, d'autres encore des documents d'urbanisme élaborés sur la base du SDRIF de 2008. En fait, il ne peut y avoir qu'un SDRIF et pas un SDRIF à la carte. Inventer une procédure dérogatoire pour sortir du blocage, pourquoi pas, mais quelle est réellement la porte de sortie? Telle est la question que je vous pose, Monsieur le Ministre. Merci. Monsieur le ministre de la Ville, Monsieur Leroy. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre Dominique Voynet, je vous remercie de votre question. Elle finalement ouvre le débat que nous allons avoir demain et vous comprendrez que, non pas je ne veuille pas vous répondre sur le fond, mais je ne peux pas le faire là en 2 minutes alors qu'on va avoir demain une discussion générale, des amendements, le rapport et voilà. Donc nous reviendrons sur le débat. Simplement en quelques mots dans le temps qui m'est donné. Oui, le SDRIF est bloqué parce que, comme vous le savez, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, il y a une décision du Conseil d'État qui l'a rejetée et qui s'impose non seulement au gouvernement comme à la région. Voilà. Et la proposition de loi, si ma réponse juste vous intéresse, mais bon, sinon je peux faire plus court, je ne veux pas gêner, si la proposition de loi que nous adoptons demain devant votre haute assemblée est effectivement adoptée, je le souhaite vraiment, parce que c'est le moyen de débloquer l'ensemble des projets. Et je me réjouis, vous avez dit que c'est une bonne proposition de loi, c'est vrai. Et je veux saluer le travail de Madame Bricq, je le ferai demain, et du groupe socialiste. C'est effectivement un bon texte qui va permettre
de respecter l'accord que j'ai conclu le 26 janvier avec le président Huchon, puisque dans cet accord, j'avais dit effectivement que l'État s'engageait à débloquer le SDRIF. Mais comme vous le savez, Madame Voynet, y compris la proposition de loi, je vais être très concret à la question que vous avez posée, y compris la proposition de loi que nous allons adopter, elle a le mérite d'exister, elle va permettre de débloquer les projets, mais elle n'est de vertu que transitoire. Je l'ai dit d'ailleurs, et vous étiez présente, je vous en remercie, devant la Commission des affaires économiques, que transitoire. Et ça signifie, et donc vous aurez satisfaction par rapport à votre questionnement, qui est tout à fait légitime, ça signifie que nous allons devoir retravailler. Et j'étais très sensible à deux choses que vous avez évoquées de façon importante devant la Commission. Vous vous êtes réjoui du débat public et vous avez eu raison de le faire. Ce débat public a été formidable sur le terrain, partout. Plus de 20 000 franciliens, des dizaines de cahiers d'acteurs, et ça a permis effectivement ça. Et vous avez dit, il ne faut pas que tout ce travail qui a été fait soit perdu. Vous avez raison. Il ne sera pas perdu. Et nous allons, grâce à la proposition de loi de Madame Bricq, faire en sorte que ce travail enrichisse le futur schéma régional d'Île-de-France. Dans l'attente, on a vraiment besoin de ce dispositif transitoire pour libérer les projets. Merci. Pour la réplique, Madame Voynet, 1 minute. Merci Madame la Présidente. Avec une remarque et une prolongation de la discussion. Une remarque, le Conseil d'État n'a pas rendu une décision, mais un simple avis consultatif qui ne s'impose pas au gouvernement. Une volonté de prolonger la discussion, le gouvernement a décidément un problème de gestion du temps. Il eût pu se hâter davantage pour permettre l'adoption définitive du SDRIF de 2008 et prendre quelques mois de plus pour construire un consensus plus solide sur les tracés du projet de réseau de transport qu'il nous propose. Ainsi, pour la desserte du plateau de Saclay, où le débat reste vif sur la question de savoir si on peut se contenter d'un bus à haut niveau de service, s'il faut un tram ou un métro automatique léger, ou encore un métro souterrain beaucoup plus coûteux. Mais je voudrais aussi évoquer le tracé de la double boucle à l'Est. Nous nous sommes mis d'accord sur l'obligation de desservir correctement Clichy-Montfermeil ou Descartes par la boucle distale. En revanche, pour ce qui concerne la boucle proximale, on est très loin d'un consensus. Si aucune proposition n'est faite pour desservir Val-de-Fontenay correctement, je pense qu'on va au-delà de grandes difficultés. Et puis, je voudrais qu'on puisse revenir dans le détail sur des décisions qui ont été prises de façon trop hâtive, décidément. Je pense notamment aux ambiguïtés ou aux insuffisances pointées par le STIF lors de son dernier conseil d'administration, notamment concernant la ligne 11 du métro, mais il y aurait peut-être d'autres propositions à affiner. Donnons-nous quelques semaines ou quelques mois de plus pour aller au bout de ce débat sur les tracés. Merci. La parole est à Monsieur Christian Cambon pour le groupe d'Union pour un mouvement populaire. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, face à l'engorgement quotidien des voiries et des transports en commun à l'est de l'agglomération parisienne, le Val-de-Marne et l'ensemble des collectivités ont été les premiers à mettre en évidence la nécessité absolue de disposer d'une double boucle à travers le projet de métro automatique Orbival. Il s'agissait, et il s'agit toujours bien évidemment, de fluidifier les échanges par une liaison en rocade de banlieue à banlieue de grande capacité avec une desserte cadencée du territoire. Ce projet, vous le savez, Monsieur le Ministre, a fait l'objet d'études techniques approfondies qui ont confirmé la faisabilité, la viabilité économique, mais plus encore l'effet majeur de développement qu'il peut susciter sur les territoires qu'il traverse. Ce projet Orbival a du reste été le précurseur du projet du Grand Paris Express. Ce projet est maintenant à l'étude. Or, actuellement, 2 possibilités de tracé sont proposées par vos collaborateurs. Le passage du Grand Paris Express par Noisy-Mont-d'Est et Neuilly-sur-Marne, tracé proposé par le Conseil général de Seine-Saint-Denis, qui se fonde sur des statistiques anciennes et d'hypothétiques perspectives de développement, ou bien le passage par Val-de-Fontenay et Champigny, qui, eux, disposent d'ores et déjà de pôles économiques et donc de milliers d'emplois existants. Il est évident que ce dernier tracé est le seul qui puisse donner satisfaction aux populations et aux territoires concernés, car il apportera une solution efficace et immédiate à l'asphyxie des réseaux dans cette partie de la région.
C'est donc un choix décisif que vous allez faire à l'Est. Et ce choix doit donc s'appuyer sur des critères objectifs et irréfutables, faute de quoi le débat public sur le grand projet du Grand Paris n'aurait pas servi à grand-chose. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je souhaite connaître votre position quant à la nécessité de faire réaliser des études actualisées du trafic et de la cartographie économique de l'Est parisien, et ce afin que ce choix se fasse sur des chiffres de trafic fiables et actuels et prenne en compte l'attractivité de ces pôles installés dans le Val-de-Marne. Merci. Monsieur Maurice Leroy, ministre de la Ville. Voilà, en charge du Grand Paris, Madame la Présidente. Bien, Monsieur le sénateur Christian Cambon, vous avez raison de souligner le rôle moteur et précurseur qu'a joué l'association Orbival et son projet de métro automatique de Rocade dans le Val-de-Marne. Vous évoquez également la question de la desserte de Val-de-Fontenay et illustrez bien ainsi les enjeux de bien utiliser les infrastructures existantes et de bien desservir les pôles de développement actuels et à venir. À cet égard, le RER-E qui assure avec le RER-A et à terme avec le T1, comme vous le savez, une excellente desserte de Val-de-Fontenay, a encore beaucoup de marge de croissance et son cadencement pourra être renforcé. Donc je tiens à vous rassurer sur ce point. La tangentielle nord pourrait également être prolongée en une tangentielle est. Et voilà qui vous donnerait satisfaction, qui pourrait, à l'horizon de la réalisation de l'interconnexion sud des TGV, rallier Orly par la Grande Ceinture. Vous évoquez également les options de liaison en métro automatique entre le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Ce projet extrêmement complexe, inscrit au protocole d'accord État-région du 26 janvier, sous contrainte budgétaire, je le rappelle, devant le ministre Jean-Pierre Fourcade, de 2 milliards d'euros, fait actuellement l'objet, à ma demande, d'une expertise conjointe de la DATAR et de la Société du Grand Paris pour bien caler les hypothèses de trafic, vous l'évoquiez, et les potentiels de développement sur lesquels s'appuiera la décision finale. Et je tiens à le dire devant vous très clairement, j'ai demandé effectivement qu'on fasse expertiser et qu'on ait effectivement des études qui puissent bien nous éclairer avant la décision finale. Et je veux le dire très clairement devant la Haute Assemblée, je pense que nous avons besoin, et c'est ce que j'ai demandé à la DATAR, de travailler à un projet commun Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Il ne doit pas y avoir d'opposition entre la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, et on doit pouvoir conjuguer effectivement les efforts parce que voilà, on doit pouvoir travailler ensemble, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Le rapport d'expertise me sera rendu dans le courant du mois d'avril pour pouvoir être pris en compte dans le schéma d'ensemble que présentera donc la Société du Grand Paris en mai. Donc voilà, Monsieur Cambon, je pense sincèrement que vous pouvez être rassuré, pas par mes déclarations, mais parce que c'est un engagement clair. Et si j'ai confié une mission d'expertise, d'étude, et pour rapprocher les points de vue entre le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, c'est pour qu'effectivement nous puissions vraiment travailler à un bon projet commun de desserte qui ne laisse tomber ni le Val-de-Marne ni la Seine-Saint-Denis. Voilà ce que je voulais vous dire. Une minute pour la réplique. Oui, mais merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vous remercie des clarifications que vous venez d'apporter, car il y avait effectivement un certain nombre d'informations qui pouvaient nous laisser penser qu'un choix avait déjà été fait. Vous venez de confirmer ici devant la Haute Assemblée qu'il s'agira de valider à travers des études sérieuses les expertises qui sont actuellement en cours. Il ne s'agit bien évidemment pas de mettre la Seine-Saint-Denis de côté, et je le dis sympathiquement à mon collègue Jacques Mayas, avec lequel nous travaillons dans un autre Grand Paris, celui de l'eau. Il s'agit simplement de prendre en compte la souffrance des gens qui travaillent dans l'Est de Paris et singulièrement dans le Val-de-Marne. Je rappelle que la ligne A du RER, c'est 1 million de voyageurs qui sont véhiculés dans des conditions invraisemblables de difficulté. Ce sont 270 000 véhicules jour sur l'autoroute A4 et j'espère effectivement, comme vous venez de le dire, que les deux départements et donc le Val-de-Marne trouvera un avantage concret à la réalisation de ce projet. Merci Monsieur le Ministre. Merci. Dernier intervenant, Monsieur Philippe Dominati, pour le groupe Union pour un mouvement populaire.
Monsieur le ministre, ce débat démontre que l'impulsion donnée par le président de la République quelques mois après son élection suscite l'intérêt parce que, effectivement, elle est nécessaire pour une vision, je dirais, quotidienne, mais également économique et internationale de notre région. Et ce débat va bien au-delà des limites de la région Île-de-France. Pour autant, les mécanismes employés, puisque cette loi est la première étape de cette vision, le mécanisme employé pour l'organisation des transports est là quelque peu une vision conservatrice. En réalité, vous avez répondu tout à l'heure à M. Vera qu'il n'y avait pas de vision libérale. Je vous en donne tout à fait acte, puisque nous sommes la seule région de France, voire même la seule du monde, à conserver un monopole public pour les transports collectifs, contrairement à toutes les villes-mondes que nous voulons concurrencer dans la vision du Grand Paris. Et tout cela a un coût, évidemment. Et ce coût, 32 milliards, il va peser par des impôts nouveaux, un impôt spécifique sur les Parisiens et sur les Franciliens, versement transport, et sur les entreprises et sur l'emploi. Alors, pour ce coût, pour cette dynamique, pour cette nécessité, je suppose que le gouvernement a choisi cette option d'une part pour des raisons de paix sociale et d'autre part de rapidité dans l'exécution du projet. Alors, la nécessité par rapport au coût qui est quand même particulièrement onéreux, parce que des sociétés d'État, nous avons eu la SNCF, la RATP, le réseau ferré de France, et si les trois premières sociétés d'État ne fonctionnent pas, pourquoi en créer une quatrième? Alors, la question qui peut être posée, c'est d'une part celle qui a été évoquée quelques instants auparavant par mon collègue Béteille, c'est l'axe central, puisque la réussite de ce projet fonctionnera, et s'il fonctionne, il faut renforcer l'axe central, et la mise en étude ne suffit pas. Deuxièmement, c'est une incohérence technique, c'est pourquoi y a-t-il une rupture de charge entre le centre de l'agglomération et Roissy-Charles de Gaulle? Et surtout, que se passe-t-il si, comme d'habitude, l'État fait des dépassements financiers? Qui paiera le surcoût? Et Monsieur Leroy, ministre de la Ville. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Philippe Dominati, effectivement, vous resituez bien l'enjeu, effectivement, du Grand Paris. Et je veux en quelque sorte vous rassurer, si j'ai bien compris, allons-y carrément et parlons franchement et clair, c'est encore mieux. Votre inquiétude, c'est plutôt la Société du Grand Paris, puisque vous avez fait une référence avec la SNCF. Non mais par pudeur, ce que je comprends, et je vous en remercie, vous ne l'avez pas évoqué, mais je préfère qu'on mette carrément les pieds dans le plat et qu'on l'évoque, franchement. Voilà. La Société du Grand Paris, qui est issue de la loi du 3 juin 2010, par définition, ça devrait faire plaisir à Madame Voynet, c'est un établissement public biodégradable, hein, puisque sa mission, c'est réaliser le métro automatique, la rocade du métro automatique, les 150 km de métro automatique, de porter l'emprunt et ensuite, effectivement, eh bien, c'est l'exploitation qui sera remise, d'où le questionnement légitime de Madame la ministre Catherine Tasca tout à l'heure sur qu'est-ce qu'il adviendra quand on remettra l'exploitation au syndicat des transports d'Île-de-France. C'est normal que nous ayons ces discussions et c'est normal qu'elles soient serrées. Je n'oublie pas que je suis élu moi-même et à la place du STIF, je me poserai les mêmes questions. Dans quelles conditions on va remettre? Sur le financement, franchement, c'est vous qui en avez la maîtrise, monsieur le sénateur Dominati, et moi je fais confiance aussi bien à la Haute Assemblée qu'au Sénat pour veiller à ce qu'il n'y ait pas les dérapages. Mais demandez au ministre Jean-Pierre Fourcade, qui a été le rapporteur du texte et qui suit et qui veille toujours attentivement à cela, à ces travaux, nous avons effectivement tous les moyens de réaliser cela sans dérapage. Et d'ailleurs, si j'ai tenu bon, parce que c'est une question intéressante votre interpellation, vous me dites attention, et je l'entends, au dérapage, parce que où on va aller dans les financements. Puis c'est curieux, mais dès qu'on quitte l'hémicycle,
Moi, je suis quelqu'un, vous savez, qui parle clair et qui aime bien parler franc. C'est comme ça. Comme disait Talleyrand, si toute vérité n'est pas bonne à dire, elle est toujours bonne à entendre. Eh bien, mais c'est curieux, et sur le terrain, partout où je me déplace, on me demande des gares supplémentaires. Donc, il faut aussi savoir ce que l'on veut. Et justement, si je tiens bon et fermement, ça devrait plutôt vous rassurer, c'est pour éviter justement ces dérapages. Je rappelle pour mémoire qu'une gare comme ça, hein, au hasard, c'est au minimum 80 millions d'euros. Donc je le dis, attention, parce que il faut qu'on ait le même discours dans l'hémicycle de la Haute Assemblée, de l'Assemblée nationale, mais aussi sur le terrain, parce qu'on ne peut pas dire ici attention à la dérive des finances publiques, et quand on redevient élu local, dire je veux absolument ma gare. Donc moi, vous ne pouvez que m'aider dans la mission que m'a confiée le président de la République et le Premier ministre à faire attention effectivement aussi à maintenir ce Grand Paris, qui encore une fois est un magnifique projet pour l'international aussi, pour le rayonnement international. L'ensemble des capitales parlent de ce projet. Je ne sais pas si on le mesure nous-mêmes, si on en a toujours bien conscience. C'est aussi l'éclat de nos architectes français qui ont un rayonnement aussi international et qu'il convient de saluer. Voilà, j'espère vous avoir complètement rassuré, monsieur le sénateur. Monsieur Dominati, 1 minute pour la réplique. Monsieur le ministre, vous m'avez partiellement rassuré, parce que je pense que votre mission peut être effectivement une mission absolument nécessaire et que vous accomplissez avec beaucoup d'habileté, mais dans le moyen terme, parce qu'une évolution institutionnelle est absolument nécessaire, et pour les sociétés de transport, puisque aucune des villes-mondes dont vous parlez ne prend ce mécanisme, aucune, parce qu'il est trop onéreux, il coûte cher, et effectivement nous avons le même souci commun de la dépense publique. Deuxièmement, il y a le problème du périmètre. J'entendais de mes collègues de Seine-Maritime parler, par exemple, de la nécessité, ils ont raison, et vous nous invitez, mais la taxe spéciale d'équipement, est-ce qu'elle va aller jusqu'en Seine-Maritime, par exemple ? Parce que pour l'instant, elle concerne les Parisiens. C'est une question que je poserai très prochainement dans le débat budgétaire. Il faut savoir quelle est la vision exacte du Grand Paris. Donc, vous m'avez donné une réponse qui, dans la nécessité du court terme, peut me satisfaire, mais en réalité, l'évolution est plus que nécessaire parce qu'elle sera contemporaine. Merci. Mes chers collègues, j'ai le très grand plaisir, au nom du Sénat tout entier... Vous venez de suivre en direct sur notre antenne les questions cribles thématiques consacrées aujourd'hui au Grand Paris. Le Grand Paris, ce n'est pas seulement l'affaire des Parisiens et des Franciliens, a martelé en séance Maurice Leroy, le ministre de la Ville. Il a répondu aux questions des sénateurs concernant notamment le rôle du STIF, le syndicat des transports en Ile-de-France. Il a rassuré Catherine Tasca, estimant que le rôle donc ne sera pas du STIF ne sera pas remis en cause. Le prolongement de la ligne 14 entre Saint-Ouen et Saint-Lazare sera bien confié au STIF en vertu de l'accord signé entre l'État et la région Île-de-France. En ce qui concerne le plateau de Saclay, dont il a été beaucoup question cet après-midi lors de cette séance de questions cribles, Maurice Leroy a également répondu aux inquiétudes des sénateurs concernant la préservation des espaces agricoles, mais aussi sur le déménagement des universités parisiennes à Saclay. Il ne se fera pas au détriment des universités parisiennes intramuros, a promis Maurice Leroy, le ministre de la Ville. Enfin, il a également été beaucoup question d'une proposition de loi de la sénatrice socialiste Nicole Bricq qui sera débattue demain en séance et qui propose de modifier plusieurs dispositions du Code de l'urbanisme pour débloquer certains chantiers en Ile-de-France, chantiers bloqués par le projet de loi du Grand Paris. Voilà donc pour cette séance de questions cribles. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire, c'est à 19h avec Michel Grossior. Bonne soirée à tous sur Public Sénat.